Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, synchronicité ou signe, on verra bien. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai ouvert cette chaîne sur YouTube et à chaque fois, je sais quelle sera la prochaine vidéo. Et je me couche pas sans savoir, normalement ça vient automatiquement, la prochaine, celle d'après. Sauf hier soir. Quelque chose me disait, bah, décide pas, tu verras demain. Ok, bon, bah alors j'écoute l'intuition et j'accepte. Donc ce matin, je me décide au petit-déj pour parler des mémoires du général de Gaulle et je me dis il est temps que je vous parle du document parfait qui s'emboîte parfaitement dans la logique de l'hexagramme, dans l'énergie de l'hexagramme. Ok, donc je prépare ça, je relis des textes, parce que j'ai beaucoup écrit sur de Gaulle dans différents livres. Et bon, alors, et après, et ce midi, j'apprends que l'amiral de Gaulle, qui avait 102 ans, est parti. Alors, pour ceux qui ont regardé l'hypnose, mon hypnose qui a été enregistrée et diffusée là, vous savez que j'ai un lien particulier avec, non pas l'amiral, mais avec le général. Alors, je développe pas ça maintenant, ça sert à rien. Et donc, je me décide quand même à faire cette vidéo pour rendre hommage à l'amiral et à sa famille, tout en pensant au fils, un des fils de l'amiral, à Pierre de Gaulle, qui est en train de prendre la relève tout doucement, et dont l'énergie, j'ai capté son énergie dans l'hexagramme 11 de l'appel à prospérité. Donc, je lui souhaite une bonne route, au minimum. Donc, j'ai tout lu de Gaulle au moins 2 fois, plus tout Alain Pierrefitte, donc c'était beaucoup à cette période, mais il y a longtemps quand même. Euh, et la première fois que j'ai lu ça, donc je me répète un peu, c'est pas grave, c'était en 99 et j'avais la voix de Gaulle que quand je lisais à voix haute qui sortait. Donc là, c'est plus le cas, hein. J'ai même pas réessayé. Peut-être que je réessayerai un jour, mais c'était pas volontaire. Et là, il faudra que je travaille dans le souffle pendant une semaine. Et puis, vu que j'ai plein de choses à faire, c'est peut-être pas judicieux. Dans l'hypnose de nos vidéos, donc et voilà. Donc, dans cette énergie-là, aujourd'hui, je vous parle de l'énergie 34, grande force, que j'ai captée aussi chez Jules César, Jeanne d'Arc, Napoléon Ier, où j'ai fait quand même une bio un jour, peut-être que je la ferai en vidéo. Euh, il faut savoir que De Gaulle a écrit quand même sur Napoléon, puisqu'il a enseigné la stratégie militaire, et ainsi que nos contemporains Poutine et Macron vivent dans cette énergie 34 grande force, et j'ai fait leur bio. Mais on verra ça carrément beaucoup plus tard. Pour l'instant, on les laisse faire, ok? En vous montrant le dessin des 6 traits. Alors oui, j'ai fait le dessin des 6 traits. L'énergie 34 grande force, c'est ce dessin-là. C'est quand je vous ai montré, j'ai fait la vidéo sur l'hexagramme, l'énergie 20 regardez, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait 2 yang en haut et 4 yin en bas. Et on montrait le belvédère. Alors c'est plus que l'inverse, c'est l'opposé. Chaque yin était un yang et chaque yang était un yin. Ce qui fait que les deux forces sont vraiment opposées. Et on retrouve ça notamment chez Napoléon qui a vécu dans cette énergie-là et Chateaubriand qui a vécu dans l'opposé 20 regarder avec tous les traits opposés. Voilà comment ça se fait au visuel. L'énergie est déjà opposée et après les personnes s'opposent parce qu'ils vivent dans une énergie opposée. Aucun hasard, hein? Ok. Bon. Alors là, dans ce dessin-là, dans le dessin de 20 regardez, on avait ce que notre œil doit s'habituer à voir d'emblée en un seul coup quand il regarde le dessin des 6 traits, c'est un belvédère, un arche, une arche. Arche comme exactement l'utilise Gabriel Isis, okay, la médium qui vit dans l'énergie 20 regardez. Ici, on est dans un autre dessin. Il s'agit d'un bélier. C'est le visage du bélier avec les 2 cornes.
Ok, alors peut-être que vous allez discuter, c'est pas ça, ça se voit pas, mais en tout cas c'est ça dans le Yiking. C'est ça qu'il faut voir ici. Donc le bélier va être à la fois l'animal symbolique et l'animal emblématique, les deux à la fois, de cette énergie 34 grandes forces. Voilà pour le dessin. Normalement, quand on pige le dessin, on comprend à peu près tout ce qui va se passer énergétiquement par la suite. Donc je continue, je vous ai montré le dessin. Chateaubriand, on est d'accord. Alors, je rappelle quand même que les mémoires de guerre du général de Gaulle, ce sont les mémoires qui concernent ce qu'il a vécu de la Seconde Guerre mondiale, entre 39 et 45-46. Ok, je vais revenir sur les dates précises après. Je rappelle que les mémoires de guerre sont autant une œuvre littéraire, dans le sens de la qualité littéraire, parce que il imite, ou il va chercher, en tout cas pour la grandeur du style, Chateaubriand lui-même et les mémoires d'outre-tombe. Et c'est aussi une œuvre mémorielle, une œuvre historique, fidèle. Il n'y a pas une virgule où il y a un mensonge, ok? Et c'est ce qu'il a été vécu par le général, mais il n'invente rien. Tout a été vécu, ok? Et c'est digne de confiance et plus que ça. On est même dans du sacré tellement c'est confiance, ok? Et je vais y revenir à cette notion du sacré. Et donc, pour cette notion, il s'est inspiré de Chateaubriand, il s'est aussi inspiré de Napoléon, bien qu'il ne sache pas, a priori, il ne connaissait pas le Yiking et qui ne fonctionne pas comme moi je vous l'explique là avec les énergies du Yiking, les mémoires de Napoléon, que c'est pas Napoléon qui les a écrits lui-même, hein, Las Casas, etc., bon, peu importe. Alors, aujourd'hui, pour rendre hommage à la famille de Gaulle, à l'amiral, et en pensant au général avec, j'ai écrit un livre fin 2007, début 2008, qui s'appelle Un roman chinois, dans lequel je montrais que la notion sacrée et chinoise, qui s'appelle le mandat céleste, qui a été inventé par la dynastie des Zhou, alors ça c'est il y a 3000 ans, ok, je passe rapidement là-dessus parce que je reviendrai développer là-dessus, puisque j'ai quand même écrit une histoire de la Chine de 1850 à 1997 pour montrer ça, comment ça marche dans l'histoire chinoise. Et après, j'ai montré dans ce même livre, dans un roman chinois, comment ça marche aussi dans l'actualité chinoise et pour le général de Gaulle. Que cette notion sacrée chinoise, elle existe aussi en Occident, sauf que vu qu'on ne la connaissait pas, on ne sait pas à quoi ça correspond. On ne l'a pas identifié. Okay, donc moi, je l'avais identifié pour le montrer à tout le monde. Sauf qu'il a fallu que je paye l'éditeur. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc pour faire simple, j'ai réussi à percevoir l'histoire chinoise depuis son sacré. Et j'ai lu l'histoire chinoise comme les Chinois la lisaient, c'est ce que je prétends, il y a très très longtemps. Ok, donc j'ai capté l'énergie de l'incarnation du général. Ou de chaque personne. Ok, on revient, c'est cette notion de l'incarnation qui parle de l'énergie sacrée de la personne. Alors, l'autre chose qui m'intéresse, j'ai déjà commencé à le dire, dans cette lecture, c'est de vous montrer que les mémoires de guerre constituent le document parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, quand il y a un personnage historique qui nous intéresse, s'il a écrit une biographie, une correspondance, une autobio, pardon, je voulais dire, ou même s'il y a une biographie, pourquoi pas, chez un proche, on peut trouver le souffle de la personne dedans. C'est ce qui se passe quand je lis De Gaulle et qu'il y a la voix qui sort. Mais il y a aussi des biographies où il se passe rien et c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien à voir et puis et on trouve rien de la personne, c'est fade, ok, c'est pas vivant le truc. Alors, par exemple, ça m'est arrivé, j'ai lu les mémoires de Chirac, Jacques Chirac, et alors soit c'est moi qui ai mal lu, soit c'est pas lui qui a écrit. Bon, au choix. Alors, ici pour les mémoires de guerre du général de Gaulle, qui constitue le document parfait, quand la voix du général sort de ma bouche, c'était il y a 25 ans, hein, et c'est que donc les mémoires de guerre sont structurées en 3 livres, 3 tomes. Ok, je vais revenir, je vais les dire lesquels. Et ces 3 tomes correspondent
aux 6 traits, tout le pulse va s'emboîter de lui-même. Le premier volume va correspondre, des mémoires de guerre, aux 2 premiers traits. Le deuxième volume, aux 2 traits, donc ça c'est les traits de la Terre, on appelle ça. Je l'ai déjà dit dans la biographie du 1, le créateur, l'énergie 1, le créateur. Les 2 traits d'en bas sont appelés les traits de la Terre. Les 2 traits du milieu sont appelés les traits de l'humain et les 2 traits du haut, les 2 traits du ciel. Donc ça correspond au premier volume des mémoires de guerre, deuxième volume des mémoires de guerre, troisième volume des mémoires de guerre. Et à l'intérieur des mémoires de guerre, il y a plein de chapitres qui vont correspondre chacun à un développement d'un trait, à chaque fois. Ok. Donc là, toute la structure est la même. C'est en ça que ça constitue un document parfait. Donc là, je vous l'ai montré visuellement. Je vais vous le montrer dans l'articulation des chapitres et des mots. On va retrouver les mêmes mots qu'il y a dans le Yi et dans le texte du général. Alors, où j'en suis là, je vais vous le lire. Ah oui, je fais une dernière parenthèse pour l'amiral Philippe qui nous a quittés. J'avais lu son livre qu'il avait écrit sur son père dans les années 80, il me semble, ou 80 ans, non, il y a 20 ans, dans les années, donc on est 20, au début des années 2000. J'avais lu ça, et je me rappelais que dedans, il dit, il regrettait, il avait un petit regret, comme quoi on n'avait pas assez enregistré la voix de son père. On a quand même beaucoup d'images, mais même dans le milieu familial, ils n'avaient pas joué à ça, il y avait énormément de pudeur, il y avait de la retenue, etc. Et moi, quand il dit ça, je sais que j'ai la voix de Gaulle qui sort de ma bouche. Et puis je suis pas allé plus loin, je me suis pas pointé à la boisserie pour lui dire, etc. Alors est-ce que je regrette? Non, parce que j'ai pas un radis, je peux même pas faire ça. J'avais plus de voiture, j'avais plus rien. Mais donc j'ai une pensée pour lui quand même. Est-ce que je réessayerai un jour? Ça c'est encore autre chose. Pas de promesse de ce genre-là. Alors là, je vous lis, ça va être un peu long, ça peut durer peut-être 1 heure, je n'ai pas chronométré, j'en sais rien. Je vous lis ce que j'ai écrit donc il y a pas mal de temps, là, entre fin 2007, non, là, ce que j'ai commencé à relire, tout de Gaulle, c'est février 2008. Et j'ai travaillé plusieurs mois pour sortir ce bouquin-là. Et j'avais commencé à faire l'histoire chinoise dès novembre 2007. Voilà comment ça s'est passé, ce bouquin-là. Donc c'est un roman chinois. L'hexagramme 34, donc là je vous montre comment c'est paginé. Ici, j'avais fait faire le dessin aussi, pareil que je viens vous le montrer. L'hexagramme 34 est la grande force du général de Gaulle. Donc là, c'est du 3 septembre. Il vit dans cette énergie-là, du 3 septembre 1939 au 20 janvier 1946. Et alors, le texte que j'avais écrit est un dialogue sur cette partie-là entre le narrateur et Virgile. Donc j'ai des N et des V qui s'alternent. Je vais probablement les dire de temps en temps, mais peut-être pas à chaque fois. Peut-être que je vais changer de voix, on verra comment ça se passe. Peut-être aussi voudras-tu savoir ce que fut le destin de De Gaulle, ou celui de Priam. C'est un clin d'œil de Virgile. C'est dans Virgile, c'est dans l'Énéide. Virgile, il nous faut à présent nous concentrer comme si tous les dieux olympiens étaient réunis dans le Yi. Allons-y. La destinée du général de Gaulle, du 1er septembre 1939 à son décès le 9 novembre 1970, soit plus de 30 années, se trouve illustrée par 3 hexagrammes du Yi Jing. Donc, tu as l'intuition de 3 hexagrammes pour le destin de Gaulle. Oui, sauf que ça correspond seulement à cette notion de mandat céleste. Ok? Je n'ai pas encore trouvé l'hexagramme qui correspond de la naissance ou l'adolescence de Gaulle, dans quelle énergie il a vécu toute sa vie. Là, je parle juste de la notion de mandat céleste. Bon. Le premier est l'hexagramme 34 grande force, qui s'étend donc du ce 1er ou 3 septembre 1939 jusqu'au 20 janvier 1946. C'est difficile à dater le premier jour du commencement de l'énergie 34 grande force. On sait qu'il y a déclaration de guerre entre le 1er et le 3 septembre, mais avant il se passe quand même quelque chose, plusieurs choses. Bon voilà. Donc soit un peu plus de 6 années entre 39 et 46.
nos documents pour cette période de la vie du général, nous disposons de ces mémoires de guerre, 3 volumes. Alors, les 3 volumes des mémoires de guerre, c'est 1. Le volume 1 s'appelle L'Appel, c'est de 1940 à 1942. Le deuxième, ça s'appelle L'Unité, c'est de 1942 à 1944. Et le troisième, c'est Le Salut, de 1944 à 1946. Donc, on a un volume pour 2 années. Ok, grosso modo, le découpage temporel du mémorialiste correspond à l'articulation des 6 traits de l'hexagramme 34, 2 par 2. C'est ce que je viens de vous montrer sur le dessin des traits. En fait, on appelle les 2 premiers traits d'un hexagramme, ceux du bas la terre, ceux du milieu l'humain et ceux du haut le ciel. Donc, à chacun des 3 volumes des mémoires coïncident 2 traits. Ok, j'ai même pas pris les volumes là pour vous les montrer. J'aurais pu, tout est dans le bouquin que je suis en train de lire. Pour l'articulation interne des 2 traits d'un volume, c'est le sens des commentaires des traits qui nous guidera. Ça va, d'accord. Tu verras, Virgile, si ton admiration s'est portée sur Auguste, de Gaulle ne devrait pas te décevoir. Dans ses mémoires, son sens de la patrie m'a beaucoup plu, digne d'un grand Romain. De Gaulle est un Gaulois, ça s'entend dans le nom comme dans la voix. Que disent nos 2 traductions de l'hexagramme 34, la jaune et la rouge? Plusieurs traductions sont données. Pour traduire cette énergie 34, il y a la puissance de ce qui est grand, la puissance du grand, le grand pouvoir, grand force, la grande force et la force est grande. Bon, moi j'ai choisi la grande force. Pour l'illustration de Gaulle, j'ai opté pour la grande force. Chaque hexagramme décrit une situation et caractérise une transformation. Willem écrit « L'hexagramme traduit une époque où la valeur intérieure effectue une ascension vigoureuse et parvient au pouvoir. C'est ça le sens de l'hexagramme qui va se passer. Parvenir au pouvoir, une ascension vigoureuse qui ambitionne le pouvoir. Ok ? C'est ce qui se passe pour De Gaulle, c'est ce qui se passe pour Poutine, pour César, pour Napoléon. Et ok. C'est exactement ce que nous allons montrer dans cet hexagramme. Au début, le général, il est colonel, ok, tout au début de 39. Le colonel de Gaulle progresse jusqu'à la présidence française. Ça va être son ascension pendant toutes ces 6 années de cette énergie 34, grande force. Le nom de l'hexagramme est en soi une description de la situation et la manière de s'y comporter. Voilà. J'ai remarqué que les mots vigueur et vigoureux reviennent très souvent sous la plume du mémorialiste. Bien, nous y reviendrons. Quels sont les 2 trigrammes composant cet hexagramme? Ah oui, j'ai même pas dit ça, mais c'est bien, c'est maintenant. En haut, il faut commencer par le bas, Hervé. En bas, on a le trigramme et l'élément du ciel, le créateur, le ciel, les 3 yangs du bas. Et en haut, on a l'élément du tonnerre, donc c'est un yang avec 2, le tonnerre, et 2 yin au-dessus. Ok, c'est le dessin que je viens de vous montrer. Donc, ce qui fait que, en fait, on a ce bloc de 4 yang qui forment le visage du bélier et qui marquent l'ascension vers le pouvoir. Bon, on va voir comment ça s'articule trait par trait et au fur et à mesure. Donc, on a quand même une poussée yang de 4 yang qui est symptomatique de cette énergie. Le dessin des 6 traits représente donc la tête d'un bélier, doux vigoureux. Le bélier est vigoureux. Willem traduit par bouc, mais Javary Fort corrige, c'est bien un bélier. Ce qui confirme les... Pardon, je parle trop fort. Ce que confirment les mémoires où le bélier est nommé plusieurs fois. Plusieurs fois dans son texte, De Gaulle parle de bélier. Ok, c'est pas un hasard non plus. Hein. Il n'y a pas la chasse. Hein. Il parle notamment d'un bélier stratégique pour décrire les chars français et les chars allemands, parce que c'est ça aussi ce qui décide de les forces de guerre. Bon, on va y revenir. Le bélier est donc l'animal symbolique et emblématique de cet hexagramme 34 grande force. Quelle est la grande image de cet hexagramme 34 grande force? Le tonnerre est en haut dans le ciel, image de la puissance du grand. Ainsi, l'homme noble ne marche pas dans des chemins qui ne sont pas conformes à l'ordre.
Alors, ainsi l'homme, je répète, ainsi l'homme noble, ainsi De Gaulle, ne marche pas dans des chemins qui ne sont pas conformes à l'ordre. Là, ici, il faut comprendre que De Gaulle va refuser euh, l'armistice que va signer Pétain, que veut et va signer Pétain, et qu'il va aller, plutôt que d'accepter cette défaite comme outrageuse, il va aller chercher les forces de l'Empire, plus les alliés, pour renverser et reconquérir la France. Okay, donc il refuse de marcher pas droit. De Gaulle, c'est tout droit. Bon, même dans sa maison, le général aimait à ce que tout soit en ordre. Ici, l'homme noble, c'est De Gaulle, qui dit non à Vichy, qui dit non à Pétain, qu'il a connu et respecté pendant la Première Guerre mondiale. Okay, euh, De Gaulle a été capitaine sous Pétain pendant la Première Guerre mondiale, blessé 5 fois, évadé 5 fois, je sais plus quoi, ou blessé 3 fois, évadé 5 fois, j'ai plus le truc. De Gaulle dit non à l'aval, non à la capitulation, non à l'armistice. Bon, quel est le jugement de l'étude du jugement de l'hexagramme 34? La grande force, c'est la ténacité profitable. Donc c'est un jugement, l'étude du jugement était extrêmement courte, voire la plus courte ou parmi les plus courtes, seulement 2 mots, mais ça marque bien la qualité principale qu'il faut, c'est vraiment une endurance continue. Okay, le bélier, il va se prendre les cornes, mais il va continuer à avancer, à foncer, à foncer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il va continuer. Bon, c'est vraiment un truc de militaire, j'allais dire. Oui, bah oui, en fait, c'est quand même une énergie de conquérant. C'est le moins qu'on puisse dire pour De Gaulle au cours de ces années 39-46, il va falloir s'accrocher et tenir bon la barre pour continuer à avancer. Donc, la persévérance est une des vertus cardinales dans la culture chinoise. D'accord. Le premier paragraphe des Mémoires de guerre est articulé et particulièrement soigné et très travaillé. C'est bien écrit, c'est du grand style, c'est du style d'un homme de lettres. Okay, c'est là qu'on sent que c'est inspiré par Chateaubriand. Bon, je lis juste, tous les Français et les Françaises ont déjà entendu cette phrase, toute ma vie. Non, je vais pas le faire comme ça, hein, parce que là, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Ok. Donc, et le premier paragraphe illustre parfaitement tout cet hexagramme, cette 34. Il y a le sentiment, la raison, destinée imminente et exceptionnelle, l'instinct, la providence, génie de la patrie, la France. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Ok. Donc, dès l'introduction, on a tout le vocabulaire de son énergie, la grandeur est là. Ok, j'invente pas, c'est les mêmes mots chez De Gaulle et les mêmes mots que dans le Viking. Bon, donc là on touche juste, on est dans le sens. C'est incroyable, De Gaulle nomme aussi la grandeur de l'hexagramme 34 grande force. Et oui, on peut considérer que la répétition de la France signifie à mon sens la force. C'est vraiment plus qu'étonnant de retrouver le Viking dans les mémoires, et les mémoires dans le Viking. Est-ce que De Gaulle a pu lire le Viking? Ben non, il n'a pas lu le Viking, il avait autre chose à foutre. Hein. Donc, non. Par contre, on constate que le Viking est un livre qui n'est pas un livre parce qu'il est seulement un livre. Il est vivant. Le destin a ses raisons que la raison ignore. Virgile, quel est le commentaire du premier trait de l'hexagramme 34 grande force? Alors, je vais vous lire les sentences trait par trait. On commence par le trait, pour ceux qui ne suivent pas à chaque fois, on commence par lire le trait d'en bas. Ok? Alors, on commence par les phrases, les sentences qui constituent En fait, chaque trait va se transformer en sentence. Ici des sentences pour le deuxième, pour le troisième, encore des sentences et des sentences. Et c'est comme ça que le sens s'articule, jaillit, vit, en langage symbolique. Donc, au début, un œuf, c'est-à-dire on part par un yang, le yang du bas. Force au pied, il y a onde porteuse. Historiquement, le premier trait de l'hexagramme 34 commence le 1er ou 3 septembre 1939, jour de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne après l'Angleterre. Mais d'après les mémoires de guerre, il n'y a pas de date précise puisque le récit du général commence par « Cette fois a grandi en même temps que moi au milieu où je suis né, dans le milieu où je suis né ». Okay,
il était déjà porté là-dessus. Alors je ne vais pas revenir sur le fait que le père du général, qui a eu plusieurs garçons, savait dès la guerre de 1970 que les Français seront assez bêtes pour aller rechercher une revanche et que ça allait péter en 14-18. Bon. Et puis qu'après, il fallait remettre ça, etc. Et quand se termine ce premier trait? Donc, les 17 juin 40, il est à Londres, la veille de l'appel. C'est la fin de ce premier trait. Il n'y a donc que les 2 premiers chapitres de ce premier volume, la pente et la chute, pour le premier trait de l'hexagramme 34. Oui, le premier trait est presque toujours l'entrée dans une situation, une transformation. Dès le 2 septembre 1939, le militaire part sur la ligne Maginot, frontière défensive et passive. C'est ça le sens de force au pied. Oui, De Gaulle prévoit et prédit le pire, il sait que les forces ne sont pas égales du tout. Mais il va faire ce pourquoi il est là. Donc nomme la cause et la parade, mais rien n'y fait. Il y a un parfum de Cassandre dans ce premier trait. Il informe toutes les autorités compétentes de ce qui risque de se passer militairement, grâce à la supériorité numérique motorisée de l'ennemi, mais il n'est pas entendu. Très juste, Virgile, c'est exactement cela. À la pente succède la chute. Chapitre La pente succède la chute. Mais le chapitre de la chute. Mais il y a, entre guillemets, impasse pour des expéditions. De Gaulle, colonel, plus général, ne peut rien y faire. Comme il dit, le destin suit son cours. Mais il y a onde porteuse alors. Tandis que la France s'enlise, De Gaulle avance. De colonel en général, le 1er juin 1940. Le 5, il est sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre, sous Reynaud. Et il y a la première rencontre avec Churchill. Donc, il rentre dans la danse, si on peut dire. Lors de la bataille de Montcornet, il sent son chemin se tracer. Alors là, il y a une belle citation. 2 points, ouvrez les guillemets. Alors, au spectacle de ce peuple éperdu et de cette déroute militaire, au récit de cette insolence méprisante de l'adversaire, je me sens soulevé d'une fureur sans borne. Ah, c'est trop bête. La guerre commence infiniment mal. Il faut qu'elle continue. Il y a pour cela de l'espace dans le monde. Si je vis, je me battrai. Où il faudra, tant qu'il faudra, jusqu'à ce que l'ennemi soit défait et laver la tâche nationale. Ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je l'ai résolu. C'est pas très bien lu, excusez-moi, mais c'est comme ça pour l'instant. Il faut rentrer dedans. Voilà, on peut dire qu'en 1 semaine, le destin était scellé, écrit-il. Mais si De Gaulle a l'intuition de son histoire, il n'est pas entré encore dans l'histoire. Quel est l'hexagramme dérivé de ce premier trait, Virgile? L'hexagramme dérivé s'appelle 32 en durée. C'est un moment où l'on renforce son courage pour être en mesure de trouver un second souffle. C'est exactement le sens de la citation que tu viens de lire. Oui, à chaque trait. L'hexagramme dérivé te donne la couleur, la musique, la saveur et l'ambiance du trait. Alors, je ne vais pas revenir comment on le calcule maintenant, ça serait trop long, ça va déjà faire plus d'1 heure. On est déjà à 28 minutes, on va taper, ça va être très long. C'est clair, il y a une corrélation entre la citation et l'hexagramme dérivé. D'accord. On termine l'illustration de ce premier trait par la dernière phrase du chapitre de la chute. De Gaulle. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Voilà. Au début, c'est une traversée et impossible pour les expéditions. C'est incommensurable. Donc c'est la défaite qui nous tombe sur la gueule. Le 17 juin 1940, De Gaulle est à Londres. Reynaud a démissionné. Pétain déclare l'armistice. C'est la capitulation politique et militaire d'une France occupée. Commentaire du second trait de la grande force. Il n'y a qu'une phrase pour le commentaire de ce deuxième trait. C'est présage d'ouverture. Okay, c'est un moment fort de cet hexagramme et c'est par exemple la grande poussée du capitaine Canon pour Napoléon Ier. Okay, donc sentence aussi brève qu'ouverte qui rappelle la ténacité profitable du jugement. Okay, le bélier était lancé et ça va foncer fort.
Willem traduit le commentaire. La persévérance apporte la fortune. Ce qui rappelle effectivement les mots du jugement. La persévérance est avantageuse. D'accord. Avec ce second trait, nous entrons dans l'action de l'hexagramme et nous sommes portés par la force et la grandeur de la poussée du bloc des 4 traits yang. C'est ça qui se passe. Le présage d'ouverture, c'est l'appel du 18 juin, ni plus ni moins. Il y a un moment, il y a une formule et il y a un fait historique qui coïncide absolument. Je répète, le présage d'ouverture du second trait, ça correspond exactement à l'appel du 18 juin 40. Alors 17, parce qu'il y a le premier qui n'est pas enregistré à Londres, etc. Mais c'est la même chose, ok? On est en 40. On est au 18 juin 40. Oui, cet événement fait date dans l'histoire de France. Plus d'un demi-siècle après, mes 4 grands-parents s'en souvenaient encore, comme si c'était hier. Paix à leur âme, ils sont partis depuis longtemps tous les 4. Comme la perspective et la promesse de la libération de 45, qui est aussi un moment unique. Depuis Londres, ce discours du 18 juin 40 est entré dans toutes les oreilles françaises. Oui, il y avait je ne développe pas tous les faits historiques, la radio de Londres, etc. Bon, c'est ce jour-là que De Gaulle devient le général de Gaulle, aux yeux de tout le monde, dans la connaissance de tout le monde. Ok ? Oui, De Gaulle entre dans l'histoire avec le 18 juin 40. Et je puis t'annoncer que c'est ce 18 juin 40 que le général de Gaulle s'empare du mandat céleste français. Il entre dans le sacré de notre histoire, ce jour-là. Ok ? La théorie du mandat céleste est une notion sacrée du pouvoir des rois et des empereurs en Chine depuis plusieurs millénaires. C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis De Gaulle s'empare du mandat céleste le 18 juin 40 jusqu'à sa mort. Alors ça, c'est encore, je ne vais pas développer, mais moi je pense que le mandat céleste, même les 12 années où il n'est pas au pouvoir, il est encore sur De Gaulle. Mais c'est vraiment un autre sujet. Donc à compter de ce jour-là, De Gaulle incarne le sacré de la France. C'est ça qui m'intéresse. Ça, je le montre et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je le montre. Cette certaine idée de la France, comme il l'écrit lui-même, c'est ça que De Gaulle, c'est ça le mandat céleste. Quand il dit une certaine idée de la France, il parle du mandat céleste. Chacun à sa manière, on dit la même chose. C'est le destin et c'est sa destinée. Mais comment démontrer ce que tu affirmes comme ça? Je ne réécris pas l'histoire. Je donne un regard chinois sacré et une connaissance intuitive de ce que c'est le mandat céleste. Je n'invente rien et tout est dans le Yiking. Continuons, Virgile, ça va s'éclaircir de soi-même au fur et à mesure. Quel est l'hexagramme dérivé de ce deuxième trait? Hexagramme 35. Ah non, il y a une faute là. Il y a une faute. C'est pas 35 là. Ok. Hexagramme 35, c'est au grand jour, avancer au grand jour. C'est un moment de grande luminosité qu'il faut savoir voiler afin que la croissance n'ait pas pour blocage. Alors, on n'est pas dans l'erreur, c'est pas 35, c'est 55. C'est 55 abondance. Il y a une double erreur. Ok, j'avais même pas vu, dis donc. Une erreur dans le bouquin. L'appel du 18 juin 40 est le point de départ du général. Tous les chapitres après la pente et la chute du premier volume des mémoires illustrent ce second trait. L'ouverture s'étend dans le temps et dans l'espace. Il y a bien abondance, l'hexagramme dérivé annonce aussi et déjà les difficultés à venir. Le blocage. Le 3 août 1940, De Gaulle est condamné à mort par Vichy, il ne faut pas oublier ça, pour atteinte à la sûreté de l'État et désertion. Donc c'est l'histoire qui s'inverse complètement. Ok ? Le paria, c'est De Gaulle à ce moment-là. Il en faut du courage. Donc le comble, le prix à payer, les paradoxes de l'histoire, voire l'humour de l'histoire, on croirait presque que quelque dieu Olympia a jeté un sort. Bon. La temporalité de ce second trait s'étire donc du 18 juin 40 jusqu'au 18 juin 42, où il faut rajouter le discours du 23 juin 42, que De Gaulle joint en document à la fin de l'appel, à la fin du volume de l'appel. Il est important, c'est un discours important du 23 juin 42, donc c'est 2 ans plus quelques jours. Ok, donc il y a une durée de 2 années. Javary et Faure écrivent: il est possible ici de déployer sa créativité et, sans forcer, de mettre à profit les possibilités de réalisation présentes dans la situation. La situation, Willem,
présupposée ici est celle où les portes du succès s'ouvrent. Les résistances commencent à fléchir, on va puissamment de l'avant. Nous avons à présent, Virgile, élucidé le sens de ce trait. Pour l'illustrer, peux-tu choisir une citation par chapitre pour la présence de l'hexagramme grande force dans la mémoire du général? D'accord. Donc dans la France libre, le chapitre La France libre, De Gaulle écrit « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'apparut, d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'est à moi d'assumer la France. » Dans le chapitre L'Afrique, après, De Gaulle. La voie où j'avais, en vain, quelques semaines plus tôt, essayé d'entraîner gouvernement et commandement, j'entendais naturellement la suivre. Tout ce qu'il avait dit qu'il n'a pas pu faire, il le fait lui-même. Bon, j'ajoute, investi d'un devoir qui ne se hiérarchisait pas. Ah ouais, De Gaulle écrit ça. Investi d'un devoir qui ne se hiérarchisait pas. On est absolument dans le vocabulaire sacré de la notion de mandat céleste. Okay, il s'agit à chaque fois, et le fait d'incarner pour mes compagnons le destin de notre cause. Oui, investi, devoir, sans hiérarchie, incarné, c'est exactement les notions qui se passent. Bon. Dans le chapitre Londres, autre citation. Chacun, assuré maintenant dans sa foi et son espérance, tournez les yeux vers le dehors, ambitieux de voir notre force, de sortir de son berceau lointain, grandir par d'autres ralliements, frapper l'ennemi, s'approcher de la France. Virgile souligne notre force, grandir la France. Voilà. Tout le vocabulaire de l'énergie 34 se retrouve dans le texte. Bon. Dans le chapitre L'Orient, cite De Gaulle, notre grandeur et notre force consistent uniquement dans l'intransigeance pour ce qui concerne les droits de la France. Nous aurons besoin de cette intransigeance jusqu'au Rhin, inclusivement. Oui, alors là, on va aborder juste un petit sujet, c'est que l'histoire a voulu retenir, elle a complètement oublié que De Gaulle, il va à Londres, il est un peu aidé quand même par Churchill, sauf qu'on va y revenir, les anglo-saxons n'aident pas beaucoup De Gaulle. Ils aident un petit peu, mais ils veulent surtout mettre la main mise sur la France. Okay, et ça, grâce à De Gaulle, c'est pas arrivé. Bon. L'intransigeance, répétée par 2 fois, résonne à l'unisson avec ténacité profitable du jugement de l'hexagramme grande force. Notez aussi, dit Virgile, que les mots mandat et investi reviennent ça et là. On est vraiment dans le vocabulaire sacré. Donc, dans le chapitre Les Alliés, il y a cette nouvelle rencontre de De Gaulle et Churchill. Churchill, je suis l'ami de la France. De Gaulle, j'ai, vous le savez, la charge des intérêts et du destin de la France. Bon, l'attaque japonaise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, jette les USA dans la guerre. C'est le tournant de la guerre, et c'est aussi de nouvelles difficultés pour De Gaulle. Le présage d'ouverture, c'est aussi au printemps 1942 la France libre qui devient la France combattante. De Gaulle a commencé à monter une structure, à rallier des personnes, il commence à faire le tour de la France, des îles françaises, et puis celles de l'Empire. Et il va aller en Afrique aussi, rallier toutes les troupes. On va en nommer quand même quelques-unes, c'est logique, c'est fidèle, il faut. Donc, et ça devient la France combattante. Donc il y a une armée, une petite armée française qui va faire son chemin. On va voir. Donc dernière phrase du chapitre clôturant l'appel, et donc aussi le deuxième trait de l'hexagramme 34. De Gaulle, trêve de doute. Penché sur le gouffre où la patrie a roulé, je suis ton fils, qui l'appelle, qui tient la lumière, lui montre la voie du salut. Beaucoup déjà m'ont rejoint, d'autres viendront, j'en suis sûr. Maintenant j'entends la France me répondre. Au fond de l'abîme, elle se relève, elle marche, elle gravit la pente. Ah, mère, tels que nous sommes, nous voici pour vous servir. Fermez les guillemets. Si c'est pas du mandat céleste, je ne sais pas ce que c'est.
Donc, on passe au second volume des mémoires de guerre, qui commence donc avec le troisième trait de l'énergie 34, grande force. Le commentaire de ce troisième trait de grande force s'articule en 3 sentences. Je vous les lis et après on va les développer. 1. L'être petit opère par force, le chef accompli opère sans la force. 2. Présage de danger. 3. Le bélier fougueux donne de la tête contre la haie, il s'y lie les cornes. Alors, De Gaulle, au chapitre intermède, écrit « Au 3e printemps de la guerre, le destin rend son arrêt. Les jeux sont faits. La balance se renverse. » On sent bien que, avec Pearl Harbor et l'entrée en guerre des Américains, toute la balance d'Hitler, du plan d'Hitler qui s'est répandu à gauche et à droite, ne va plus pouvoir tenir, il n'aura pas assez de force, et les forces s'inversent. Voilà, tout simplement. Donc la temporalité de ce trait court du 23 juin 1942 au 9 novembre 1943. Voilà, donc 1 an et demi, on n'est pas tout à fait à 2 ans. Quelle énigme ce commentaire! Oui, on a l'impression qu'une scène d'action tout entière y est décrite, mais c'est tellement symbolique, poétique et comique qu'on n'y comprend rien. Donc on va prendre, ne me dis pas que c'est du chinois, ça va m'agacer. Donc décomposons la scène et les personnages tout en restant concentrés sur les mémoires du général. Comme si on pouvait superposer un calque intuitif. C'est ça que je fais en fait. On part toujours du Viking, du texte du Viking, et notre intuition va prendre le sens dans le texte du mémorialiste. C'est l'intuition qui cherche et qui trouve. Donc ce troisième trait correspond aux 4 premiers chapitres de l'unité. L'unité, c'est 1942-44. Donc l'être petit opère par force, c'est De Gaulle, bien pauvre parmi les riches, en armée. Hein. Robert est arrivé, ça c'est le débarquement des Américains en Afrique du Nord. C'est le mot de passe par la radio. Robert est arrivé. Le 7 novembre 1942 en Afrique du Nord. Débarquement. Donc le chef accompli opère sans, ce sont les alliés anglo-saxons. Le présage de danger, ici, c'est les relations de plus en plus conflictuelles entre De Gaulle et les anglo-saxons. Encore, ça passe un peu avec Churchill, De Gaulle arrive à s'entendre, mais avec Roosevelt, pas du tout. Okay, Roosevelt applique son plan, il fait qu'à sa tête, et pour lui, De Gaulle, c'est une merdasse, okay, en gênante, qu'il va falloir mettre de côté. Et la réalité de la guerre est que le général ne pourrait pas combattre avec les seules troupes françaises et africaines l'ennemi allemand. C'est la réalité dans laquelle est subi le général. Je comprends mieux la scène décrite dans le commentaire. Or, Roosevelt ne reconnaît pas du tout que De Gaulle incarne la France. Il écrit « Les Américains ont voulu en Afrique jouer Vichy contre De Gaulle ». Je répète, c'est De Gaulle qui écrit. Les Américains ont voulu en Afrique du Nord jouer Vichy contre De Gaulle, Pétain contre De Gaulle. De Gaulle dénonce leur égoïsme sacré en opposition avec l'accord des âmes. Bon. Et Churchill dit à De Gaulle qu'il n'est pas la France. Et De Gaulle de lui répondre « Si à vos yeux je ne suis pas le représentant de la France, pourquoi et de quel droit traitez-vous avec moi de ces intérêts mondiaux ?» De l'Empire complet. Une vraie scène de ménage, certes. Voilà le présage de danger. De Gaulle, dans tous les domaines, tous les jours, partout, c'était, du fait de nos alliés, des ingérences multipliées par une armée d'agents en uniforme. Fermez les guillemets. Le bélier fougueux donne de la tête contre la haie, donc ça l'énerve. Okay, ils arrivent à l'énerver et il s'y lie les cornes. Donc il faut imaginer l'image, il faut bien la voir, c'est un bélier qui fonce, c'est les 4 traits du yang,
qui fonce, il a les cornes devant, comme les deux yin, là, et il se prend les cornes dans la haie, il se débat, il n'arrive pas à en sortir. Donc c'est très comique, mais c'est ce qui se passe exactement. Alors ça correspond à quoi dans l'histoire de France, là, sur le territoire que De Gaulle y vit? Ça correspond au fait que les Américains arrivent à imposer à De Gaulle l'autorité bicéphale, c'est comme ça qu'il va l'appeler De Gaulle, avec de l'humour donc, le général Giraud. Les Américains imposent un autre général pour qu'il y ait deux généraux à la tête des forces françaises. N'importe quoi. Bon, c'est évidemment pour le gêner, pour l'emmerder et compagnie. Et ça l'énerve, effectivement. Bon, le pauvre Giraud, il se connaissait les deux, mais bon, il comprend rien. Bon. Donc j'en étais où là? Le bélier fougueux donne de la tête contre la haie, ici les cornes, c'est une drôle d'image. On sait déjà que le bélier est l'animal symbolique et emblématique de la grande force. Le bélier fougueux, c'est le général de Gaulle. Il ne s'en sort pas des conflits avec les anglo-saxons, il donne de la tête contre la haie. C'est ça l'image. Il s'y lie les cornes. C'est l'expérience de l'autorité bicéphale avec le général Giraud imposé à De Gaulle par les anglo-saxons. La situation bicéphale de De Gaulle est aussi comique que celle de l'image dans le Viking. On dirait presque un taureau harcelé par des bandilleros dans une arène. Là, c'est moins comique, mais bon, c'est pour l'histoire. Je trouve qu'on passe trop vite sur les événements. Mais oui, mais bon. Donc Moulin organise la résistance en France. Les USA sont la nouvelle vedette de l'histoire du monde. C'est De Gaulle qui dit ça. L'émission de radio de la France libre, depuis Londres, quand même. Il y a la résistance qui s'organise. L'assassinat de Darlan. Le comité français de la libération nationale à Alger. De Gaulle s'installe un moment à Alger et il fait grandir ce gouvernement provisoire qui n'est pas encore celui-là, mais qui servira dès la libération. Okay, il fait grandir l'autorité pour pas que ce soit le chaos dès qu'il arrive. Okay, tu as raison, Virgile, De Gaulle dit qu'Hitler se mesure au destin. Encore un autre sujet, et que j'ai pas du tout envie de développer. Et l'exemple de Mussolini, écrit-il, s'ajoute à l'histoire de ceux qui outragèrent la majesté de la France et que le destin a châtié. Tiens, prends ça. De Gaulle, français, ah, français, il y a 1500 ans que la patrie demeure vivante dans ses douleurs et dans ses gloires. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici que se dessine la fin du pire drame de notre histoire. Levons la tête, serrons-nous fraternellement les uns contre les autres et marchons tous ensemble, dans la lutte, par la victoire, vers nos nouvelles destinées. Fermez les guillemets. Grandeur et force, on ne peut pas dire le contraire. Alors, il faut revenir sur cette notion. De Gaulle part de 15 siècles. Ça veut dire qu'il fait référence à Clovis, où Clovis fait devenir la France une nation. Okay, après, Louis XIV, c'est l'État-nation, et truc machin. Mais il fait bien référence à la nation, c'est-à-dire le sacré qui entre, puisqu'il y a le sacre de Clovis à Reims, le sacré qui rentre dans l'histoire de France. Après, il y a l'empereur Charlemagne, mais ça, on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà fait avec l'énergie 1 de Charlemagne. Bon, donc, oui, je ne vais pas redévelopper Louis XIV, tout ça. Louis XIV, c'est l'énergie 14, okay, celle dans laquelle je suis aussi aujourd'hui. Et puis, jusqu'à Napoléon, d'accord. On est bien dans le mandat céleste français. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Auguste, d'accord. Est-ce que l'hexagramme dérivé donne la saveur du troisième trait? Donc l'hexagramme dérivé du troisième trait, c'est l'énergie 54 mariage de la cadette, est un moment où l'on risque de se laisser emporter et dépasser par les circonstances qu'on ne maîtrise pas. C'est donc la saveur du bélier bicéphale en colère. D'accord. Le troisième trait s'achève donc ce 9 novembre 1943 à la fin du chapitre d'Alger. Quel est le commentaire? On passe au quatrième trait, direct. Donc on est au deuxième partie du deuxième volume des Mémoires de guerre. Je vous lis ce quatrième trait, le quatrième yang, s'articule en 5 sentences. C'est très long. Je vous les lis une par une et après on développe pour montrer à quel passage des mémoires ça correspond. 1. Présage d'ouverture. 2. Tout regret disparaît. 3. La haie s'ouvre. 4. On n'est plus lié. 5. Force à l'essieu d'un grand chariot. Ok, on continue.
Ce quatrième trait de la grande force commence avec le chapitre politique jusqu'à la fin de l'unité, avec la libération de Paris, fin août 1944. Période de moins d'une année où De Gaulle reprend seul l'autorité légitime française. Il arrive à larguer Giraud sans le mettre à mort. Okay, ce trait est le quatrième du bloc des 4 yang. On y ressent la puissance expansive et ascensionnelle qui caractérise cet hexagramme. Ce trait est le trait maître de l'hexagramme, c'est-à-dire où il y a le plus d'épanouissement de la force, en tant que placé en tête des 4 traits lumineux qui font pression de l'avant. Il trouve devant lui un trait qui n'entrave pas la suite de la poussée, c'est pourquoi il peut pousser vers le haut sans entrave. Ça, c'était la traduction de Wilhelm. Javary est fort, la force trouve ici une direction et devient capacité à faire progresser la situation sans dommage. D'accord. Donc De Gaulle continue son élévation vers le pouvoir et le présage d'ouverture, c'est la fin de l'autorité bicéphale des frères siamois. C'est moi qui rajoute un peu d'humour. Au début de l'année 1944, De Gaulle tombe sérieusement malade à cause du paludisme. Tout regret disparaît avec la bataille d'Italie, jusqu'à l'entrée dans Rome le 4 juin 1944 des troupes américaines, anglaises et françaises, qui se sont montrées vaillantes et décisives. Il faut se rappeler que partis de l'Afrique du Nord, les Anglais, les Américains et les Français remontent à 3 armées, toute l'Italie, du sud jusqu'au nord, pour libérer toute l'Italie aussi. Okay, donc l'armée française est en route. Et c'est pas la. Bon, après, on va pas se vanter, mais elle est très vaillante. Ok. De Gaulle, derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Enfin, 230 000 hommes ont rejoint De Gaulle et 200 000 maquisards seront la résistance française le jour venu. Okay, il n'y a pas que les Alliés et les Américains. La haie s'ouvre. Il n'y a pas de complications. 2 jours plus tard, le 6 juin 1944, c'est le débarquement allié en Normandie. Okay, le 6 juin. Bon. Force à l'essieu, il y a des Français aussi. Hein. Force à l'essieu d'un grand char, il s'agit évidemment de la colossale puissance humaine, militaire et mécanique des Alliés. Les Allemands sont chassés de France encore plus vite qu'ils n'y étaient entrés. Restent quelques poches de résistance. L'hexagramme dérivé est 11 prospérités. C'est un moment de fluidité printanière et d'ivresse, une effervescence produite par l'excellence de l'échange entre les mouvements du ciel et de la terre. C'est l'immense joie de la libération, de la délivrance de Paris, notamment avec l'entrée de la 2e division blindée du général Leclerc et de Gaulle, les 25, 26, 27, 28 août 1944. Pour ceux qui ont encore des arrière-grands-parents, etc., c'est un moment inouï, si vous avez la chance, qu'ils peuvent vous raconter. Et voilà. De Gaulle, il se passe en ce moment un des miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France qui parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire. Plus loin, et moi, au centre de ce déchaînement, je me sens remplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne, servir d'instrument au destin. Rien que ça. De Gaulle. Un appel venu du fond de l'histoire, ensuite l'instinct du pays, m'ont amené à prendre en compte le trésor de déshérence, à assumer la souveraineté française. Assumer la souveraineté française, c'est ça la notion du mandat céleste, sacré. C'est moi qui détiens la légitimité, ok? C'est en son nom que je puis appeler la nation à la guerre et à l'unité, imposer l'ordre, la loi, la justice, exiger au dehors le respect des droits de la France. Ok? Là, les paroles prononcées, il n'y a que lui qui peut les dire, personne d'autre, même encore aujourd'hui. Bon. Tiens, Virgile, écoute la voix du général depuis Londres, l'appel du 18 juin, depuis l'hôtel de ville de Paris. Paris libéré. À Alger, je vous ai compris. À Montréal, vive le Québec libre. Bon. Le commentaire du 5e trait de la grande force.
Alors, il y a deux sentences. Une, il perd le bélier avec facilité. Deux, pas de regret. Donc là, on est passé au cinquième trait de l'énergie 34 grande force. C'est le premier yin à la cinquième place, ce qui correspond donc, on rentre dans le troisième volume des mémoires de guerre, le salut. Donc de 1944, après août 44, jusqu'à 46 qui s'en aille, on va dire. Le dernier tome des mémoires, le salut, repart de la libération en France de fin août 44, c'est normal, jusqu'au chapitre La victoire et les armistices de mai 45, soit une petite année. Donc, Javary est fort. On peut alors se défaire de la nature belliqueuse semblable à celle d'un bélier, et l'on n'aura pas à rougir. Fermez les guillemets. De Gaulle ne sera plus en première ligne, mais il conduit ses généraux jusqu'au bout. Une fois qu'il est après la libération de août 44, là, De Gaulle ne repart pas à la guerre, mais il envoie ses généraux, alors j'ai plus les noms, hein. Je pense qu'il y a Leclerc de la partie, il envoie ses généraux virer les Allemands de Strasbourg, ça va être très long Strasbourg, et les poursuivre jusqu'en Allemagne. Et je ne parle pas de ce qui se passe pour Hitler. Donc De Gaulle, fin septembre 1945, sauf l'Alsace et les avancées, ainsi que les cols des Alpes et les réduits de la côte atlantique, le territoire tout entier est purgé d'envahisseurs. Dans les meilleures citations du mémorialiste, on retrouve souvent tôt ou tard, le temps considéré dans sa relativité absolue. Par exemple, la souveraineté peut n'être plus qu'une flamme sous le boisseau. Pour peu qu'elle brûle, elle sera tôt ou tard ranimée. Donc, en fin de compte, le plus important est que ni De Gaulle ni personne n'ait jamais utilisé le mot juste de mandat céleste français. Bon, là, je souligne mon travail, mon apport. J'étais content d'apporter ça dans la culture française et mondiale, en fait. C'est une abolition des frontières pour récupérer du sacré commun. Et ce sacré commun, il correspond aussi à chaque personne. Quand je devine l'énergie, chaque personne est sacrée. Ok? C'est pas que De Gaulle non plus. De Gaulle devrait être trop visionnaire pour être convié à s'asseoir à Yalta. Ah oui, cette histoire que ils n'ont pas invité De Gaulle à Yalta. Bon, ok. Développe pas. On l'aura compris, Virgile, la perte du bélier est facile. C'est la fin de l'occupation et il y a tant à reconstruire. On reprend Strasbourg et on ne faiblit pas en poussant en Allemagne. D'accord. De Gaulle, ainsi par l'effet conjugué du progrès social accompli, la liberté retrouvée, de la justice rendue, de l'autorité à l'œuvre, la nation reprend ses esprits. Après tous les déchirements occasionnés par la guerre, c'est le début de la convalescence. Fermez les guillemets. Que nous dit l'hexagramme dérivé de ce cinquième trait? C'est l'hexagramme 43, se montrer résolu. Est un moment où il faut gérer avec détermination et doigté les forces yang proches de leur culmination afin de prévenir les débordements. Là, on est dans Trump, par exemple. Mais je crois que... bon, tant pis. De Gaulle est parfois à la fois, et partout à la fois, et tout est plus qu'urgent. La France est en ruine. Il y a des problèmes dans tous les sens. Alimentation, infrastructure, agriculture, industrie, politique, les vengeances sociales, les finances, la monnaie, le commerce, la justice. Tout est en vrac et il faut remettre tout ça debout. Ok? Me voilà tel que Dieu m'a fait, dit-il. Pensa-t-il devant la foule française. Il y a tout à refaire. Ok? Donc c'est une urgence tout azimut. Heureusement que je ne sais pas comment il fait, il dort jamais, on a l'impression. Bon, et il va faire tout ça. On n'a pas assez souligné l'Indochine, les généraux français, les camps. Bon, je développe pas non plus, c'est trop long. De Gaulle a écrit à propos des écrivains leur vocation de connaître et d'exprimer l'homme. C'est comme ça qu'il envisage l'écriture. Bon, je développe pas, c'est trop long. On doit être alors dans le sujet. Qu'en penses-tu, Pécuchet? Le père du mémorialiste de Gaulle, du mémorialiste, était aussi professeur de lettres. Ouais.
D'accord. Et puis il y avait je crois qu'il avait deux grands-pères instits ou quelque chose comme ça. Donc, dernière phrase du chapitre, la victoire pour clore ce cinquième trait. La mission accomplie, incroyable fortune, la France jusqu'au terme d'un combat, vivante, et voici que déjà tout s'abaisse et se relâche. Ouais. On est bien rentré dans le premier yang, le premier yin après la poussée des quatre yang. Alors, ce yang de la cinquième place, d'une certaine façon, il y a plusieurs façons d'agir. Il absorbe la poussée des quatre yang, donc il y a un moment de culmination, et en même temps, il y a tout un relâchement puisqu'il est suivi d'un deuxième force yin. Ok? Donc tout va se relâcher. C'est ça qui sent, et c'est ça l'énergie qui a lieu à ce moment-là dans l'énergie 34 grande force. Donc en haut, on parle du dernier trait. Le yin d'en haut, il y a 4 sentences. Le bélier fougueux donne de la tête contre la haie. Encore, c'est la même image que tout à l'heure. Il ne peut pas reculer, il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Aucun lieu n'est profitable. Conséquence logique. Difficulté, donc ouverture. C'est quand même un bélier. Ok. Javary et Fort traduisent les deux traits yin qui surplombent grande force au 5e et 6e niveau expriment la même difficulté à contenir la poussée yang. Ok. Ce sont les 3 derniers chapitres du Salut qui illustrent ce dernier trait des mémoires de guerre de la grande force de De Gaulle. Le temps symbolique du Yiking s'étend donc dans le temps historique de l'armistice du 8 mai 1945 jusqu'à la démission du général le 20 janvier 1946, soit une petite année d'environ 9 mois. Ok. Est-ce qu'on a remarqué que la force yin de ce trait est présente dans les noms des chapitres? Discordance, désunion, départ, c'est bien du yin. Préfixe de négation. Dans le commentaire du trait, on retrouve l'image du bélier. Virgile, j'ai une petite intuition. Laquelle? Je perçois une corrélation entre les commentaires du trait décrivant une scène évolutive et les 3 derniers chapitres. Vas-y, précise. Le bélier vigoureux donne de la tête contre la haie est en relation avec le chapitre discordance. Il ne peut ni reculer ni avancer, c'est le chapitre désunion. De discordance et de désunion, il n'y a rien de favorable. Okay, aucun lieu n'est profitable, c'est pareil. Et difficulté, donc ouverture, c'est le chapitre départ. Voilà comment se sont agencées les choses, comment le pulse est parfait. Pourquoi le texte correspond absolument au texte du Yiking et au texte de De Gaulle. C'est le pulse parfait, le document parfait. Confirmons ces 4 phrases du commentaire par une citation par chapitre correspondant. D'accord? Sachant que ce dernier trait de la grande force commence pas après l'armistice de mai 1945. De Gaulle. À peine s'éteint l'écho du canon que le monde change de figure. Autre figure, autre trait, vers le nouvel hexagramme. Le mémorialiste donne le ton de son chapitre. De Gaulle. Les discordances qui vont se produire entre moi et ceux qui tendent à revenir au régime confus d'autrefois. Fermez les guillemets. Donc là, il faut entendre, il dit, il parle du régime des partis, c'est comme ça qu'il appelle ça, c'est-à-dire les politiques qui font de la politique. Ils veulent tous reprendre leur place et puis virer De Gaulle. Ok, on va voir comment ils vont faire. On va voir ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, mais on va voir comment. Donc voilà le bélier, il est encore pris dans la haie. Maintenant, De Gaulle, il n'est plus en lutte avec les nazis, Hitler, et puis même les Américains et les Anglais. Il est en lutte contre les politiques français qui veulent lui reprendre la place alors qu'il a fait le job. Bon, ça fait un peu raccourci quand même. Hein. De Gaulle. Cette occasion me fit mesurer la profondeur du désaccord qui, au-dessus des apparences, me séparait des catégories politiques quant aux affaires extérieures du pays. Dans ce chapitre, le général expose aussi sa main tendue à l'Allemagne, avant que ne retentissent au Japon Hiroshima et Nagasaki en août 1945. D'ailleurs, on verra bientôt que seul le chancelier Adenauer, le chancelier allemand, sera invité par De Gaulle à la boisserie de Colombey. C'est un geste très fort du général. Et c'est la seule fois qu'il invitera un chef d'État chez lui, dans sa maison privée.
Le chapitre des Unions dresse le bilan français de la guerre. De mai à juillet 1945, c'est le grand retour des 2,5 millions de Français et Françaises prisonniers en Allemagne, dont mon grand-père, qui a survécu à Dachau. On ne sait pas comment. Bon, 635 000 Français sont morts, 585 000 sont invalides, et De Gaulle de constater, et me voici aujourd'hui en charge d'un pays ruiné, décimé, déchiré, encerclé de malveillance. Et oui, parce qu'ils sont déjà en train, avec leur petit papier de Yalta, à décider de l'avenir du monde. Parfois, comme ici encore, j'entends le Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe. Plus d'une fois, quand on lit les mémoires de guerre du général, on entend aussi les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Encore faut-il les avoir lus. C'est encore autre chose. Le 1er juillet 1945, nous touchons donc au sujet des unions. Tous les partis politiques demandent une assemblée unique et souveraine et refusent l'idée du général de faire un référendum pour proposer une nouvelle constitution. Donc, en France, entre 1875 et 1940, il y a eu 200 gouvernements. Donc il y a une instabilité politique maladive perpétuelle. Okay ? De Gaulle voulait y mettre un terme, il a proposé une solution, changer de constitution, les politiques lui ont dit non, et ils vont le remercier et le mettre dehors. Donc je continue pour voir comment il ne peut ni reculer ni avancer, et De Gaulle, mais il fallait reconnaître qu'à ce point de mon parcours, les appuis que m'offrait la nation devenaient rares et incertains. Il devient isolé politiquement. Rien n'est favorable, c'est De Gaulle, leur opinion que l'homme des tempêtes, tel qu'il est surnommé, son rôle, avait maintenant joué son rôle et qu'il devait laisser sa place. Difficulté donc, ouverture. De Gaulle, quant au pouvoir, je saurais, en tout cas, quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. Dans le chapitre Le Départ, De Gaulle, partir en homme moralement intact. C'est un point clé sur lequel j'insiste. C'est De Gaulle qui dit partir en homme moralement intact. C'est la condition de son retour plus tard, quand les autres auront fait la preuve de leur incapacité, on va rester gentil, eh bien, De Gaulle, puisqu'il a été intact, il sera légitimement de retour. Donc le 13 novembre 1945, De Gaulle est élu président de la République française par l'Assemblée nationale. Ok, on lui met sa couronne de laurier. Mais moi, dit-il, je savais que le vote était une révérence adressée à mon action passée, non point du tout une promesse qui engagea l'avenir. Pour la première fois depuis plus de 7 ans, je pris quelques jours de repos, et le 20 janvier 1946, le général De Gaulle démissionne, parce qu'il sait qu'il est complètement isolé et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il leur laisse le pouvoir et il reviendra quand ils le rappelleront, c'est-à-dire en mai et pour le 1er juin 1958, quand on est au bord de la guerre civile, que la guerre d'Algérie a déjà commencé, même si De Gaulle ne parle pas de guerre, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, nous voilà, Virgile, nous approchons du terme de l'étude de ce premier hexagramme illustrant la destinée du général de Gaulle. Que penses-tu des 3-4 dernières pages des mémoires de guerre? Ah oui, elles dénotent du reste. Et il y a des pages qu'il a particulièrement travaillées au début et à la fin. Elles ont dû être écrites après, c'est possible, à la boisserie, certainement. Elles contrastent tellement que je suis tenté de les qualifier de teintées de taoïsme, en plus de paraître prémonitoires. C'est depuis l'hexagramme suivant qu'il écrit. De Gaulle parle de lui-même. De Gaulle, ouvrez les guillemets. Avec De Gaulle s'éloignait ce souffle venu des sommets, cet espoir de réussite, cette ambition de la France, qui soutenait l'âme nationale. C'est bien de ça dont il s'agit. Chacun, quelle que fût sa tendance, avait, au fond, le sentiment que le général emportait avec lui quelque chose de primordial, de permanent, de nécessaire, qu'il incarnait de par l'histoire et que le régime des partis ne pouvait pas représenter. Dans le chef tenu à l'écart, on continuait de voir une sorte de détenteur désigné de la souveraineté, rien que ça, un recours choisi d'avance, on concevait que cette légitimité resta latente au cours d'une période sans angoisse.
mais on savait qu'elle s'imposerait par consentement général, dès lors que le pays courrait le risque d'être, encore une fois, déchiré et menacé. Fermez la citation. C'est incroyable. Il parle du mandat céleste français qu'il décrit sans jamais le nommer. L'expression sacrée chinoise n'est pas encore entrée dans la langue française. Je ne sais pas si elle rentrera un jour, mais c'est exactement de ça dont il s'agit. Pourtant, depuis l'appel du 18 juin 40 jusqu'à sa mort le 9 novembre 1970, le général de Gaulle détient le mandat céleste français. Donc j'ai déjà dit ça, c'est une conviction personnelle. Je pense que ça ne lui a pas, même quand il gouverne pas pendant 46-58, il a encore le mandat céleste. C'est comme ça que je le ressens moi. C'est improuvable. Bon, passons. On oublierait presque l'hexagramme dérivé, l'hexagramme 14, la grande réalisation, est un moment de grand souffle créateur qui permet de passer du projet à la réalisation, du latent au patent, du virtuel au manifesté. Ok, donc ça c'est l'énergie depuis laquelle je parle, mais c'est pas ça l'essentiel. Cette énergie de 14, la grande réalisation, je vais faire plus court, c'est celle quand il va revenir au pouvoir du 1er juin 58 à son décès en 70. C'est dans cette énergie-là qu'il va mettre en place un terme à la guerre d'Algérie et mettre en place la 5e République. Ok ? Donc c'est ça sa grande réalisation au général de Gaulle. Alors, voilà, grande force. 34. Après, il y a l'enchevêtrement, je développe pourquoi, comment l'hexagramme 33 et 34, etc. C'est trop long, je pense. Donc je finis par une citation de Gaulle. Vieil homme, recru d'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais las de guetter, dans l'ombre, la lueur de l'espérance. Voilà, hommage au général, à l'amiral et à la famille de Gaulle. Merci.